Salut tout le monde, comment ça va? Normalement, si je suis à temps, dimanche matin, là, hier vous avez eu l'annonce que l'engin était arrivé. On a avec nous la toute dernière Larlo AK 917. Donc c'est une pistard d'un dixième 4 roues motrices qui existe en plein de déclinaisons. On va en causer pendant la vidéo. Mais avant tout, pour pas traîner 15 plombes sur ça, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Détail un peu fort, Mani. Sans porter un petit peu. Oh la vache. Christelle va me tuer. Christelle, elle va me faire la peau. N'oubliez pas donc que les tapis, et les t-shirts, les sweatshirts, les tasses RC Garage 68 sont disponibles sur le site CV Design, dans la boutique CV Design sur le site GVP Racing. Pensez aussi RC Mag. Pour donner un coup de pouce à l'assaut, n'oubliez pas qu'on a fait faire des tasses et des t-shirts. Tous les bénéfices de ces ventes RC Mag vont à l'association RC Mag. Mais aujourd'hui, nous avons donc ce petit bolide là. Je dis bien on, puisque cette machine est à nous. Nous, ça veut dire tout le monde là. Toi là-bas de l'autre côté de ta caméra. Toi qui es au caca avec ta tablette. Toi qui es au café, au thé, à la tisane, au verre d'eau, à ce que tu veux, en train de manger ta chocolatine ou ton petit pain, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, et à quoi tu ressembles et de quelle couleur tu es, et à quoi tu crois ou non, bienvenue. Larlo, c'est une toute jeune marque qui a débuté avec, souvenez-vous, on a eu ici d'ailleurs son jeu pour les tombolas, pour ceux qui ne sont pas au courant. On est dimanche là, de dimanche dernier midi jusqu'à samedi, donc hier midi, tous les midis il y avait un jeu. Il fallait mettre un petit hashtag avec le bon mot. Les mots se trouvent dans la vidéo de dimanche matin dernier à 8h, d'accord? Donc allez revisionner la vidéo, checkez voir les hashtags, trouvez les vidéos qui sont sorties tous les jours à midi, balancez le bon hashtag pour jouer, pour gagner ces mini-machines. Dans ces jeux, il y a déjà 2 Larlo de cette semaine. On en a déjà fait gagner 2 avant ça, ou 3, je ne sais même plus. Il y a un petit buggy qui était sorti en 14e. Sur une base de VL Toys. On va parler rapidement juste un peu de l'histoire de Larlo pour mettre dans le bain ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, tout simplement, qui tombent là maintenant, qui découvrent ce truc-là, c'est quoi cette marque. Donc basé sur mécanique VL Toys des 1/14e, un système radio différent qui leur a coûté cher puisque ce petit radiosystème différent est un problème pour l'engin. Problème de neutre, problème de direction. On en avait reçu une autre radio, c'était un peu mieux, mais c'était pas encore ça. Ensuite est arrivé le Crobol, qui est un espèce de mini truggy super sympa. Les premiers 1/14e d'ailleurs existaient en brushless et en charbon, ou que en brushless, avec un étagement non variable. C'était pas la meilleure idée, VL Toys a fait la même erreur. Ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sur le Crobol, ils ont fait un peu la même erreur. Ensuite est arrivée la version 1/12e, basé par contre sur la mécanique LC Racing. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez voir la playlist mini. Là-bas, on a le unbox des LC Racing, des VL Toys, des Larlo. On a tous les essais, les démontages, les accès mécaniques, tout ce qu'il faut. Voilà. Mais c'est une marque qui progresse quand même relativement vite, parce qu'on est parti sur un 14e qui n'a pas tout à fait ravi tout le monde. Trop de jeux dans les diffs et autres. Ensuite, on est passé sur le Crobol, qui était une autre version un peu tout-terrain. Qui aussi, des améliorations vont venir sur tous ces modèles, ils vont tous évoluer au fur et à mesure. Et à partir de la 12e, donc une mécanique clairement bien plus évoluée et surtout un nouveau système radio. Un système radio, tout simplement, valeur sûre de chez Radiolink. Ici, on a donc cette toute dernière piste, 1/10 4/4. Ils ont changé de style de carreau par rapport à ce que font les autres, c'est sympa. La méca aussi est pas du tout ce qu'on est habitué à avoir en 1/10. Ce n'est pas un engin pour la compétition, ils ont fait ces engins pour le parking, donc transmis fermé, pour ceux qui veulent faire des speedruns, c'est-à-dire rouler très très vite. Et on va voir ensemble si ces choix, donc, alors moi personnellement je ne vais pas me lancer dans du speedrun avec cette machine, mais on va voir si ces choix se retrouvent judicieux. On a donc à bord de cet engin la Radio Link, n'est-ce pas?
c'est une radio 4 voies, portée de 150 mètres. Généralement, quand un constructeur t'annonce une portée de 150 mètres, il faut penser à que tu es au milieu et c'est un cylindre de 150 mètres autour de toi, donc 75 mètres dans tous les sens, sur une coupole de 75 mètres, si tu es sur le plat. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ensuite, il y a des radios qui n'arrivent pas à faire ça, et il y en a qui sont largement au-delà de ce qu'ils ont annoncé. D'accord? C'est important, pourquoi? Parce que là, ils ont bien précisé la portée de 150 mètres pour pouvoir faire ton speedrun quand même. Hein, donc je pense que là, on parle plutôt de 150 mètres vraiment de distance, parce que si tu te mets 150 mètres là-bas, tu es au milieu, tu as en gros 300 mètres pour faire ton speedrun, ce qui devrait suffire. Là où nous on le fait, c'est pas l'idéal parce qu'on a un terrain qui est pas tout à fait plat, on a des bosses, mais en gros on a 200 mètres là où on voyait rouler d'habitude pour faire ça sur le parking. D'accord? L'engin. Ça, c'est la version RTR, brushless. Tu peux l'avoir en charbon, tu peux l'avoir en brushless, et tu peux avoir châssis carbone, châssis alu, et tu peux l'avoir à poil. Et encore une ultime version avec un palier intermédiaire. Donc tu vas tout simplement sur le site Rlarlo, c'est pas compliqué, R-L-A-A-R-L-O, d'accord? Sur ton navigateur préféré, et tu vas trouver le site, et tu vas aller dessus, et tu auras toutes les specs, les dimensions de l'engin, le poids, les variantes, etc. On est livré avec une 3300 mAh 2S35C, suffira largement donc pour cet engin, en mode sortie du carton, donc on aura à peu près 55-60 km/h sorti de la boîte en 2S, largement bien. Les 120 km/h affichés ici, tu peux les atteindre, c'est bien écrit en grand ici, en français, après avoir amélioré les engrenages et les parties électroniques, d'accord? Ils l'ont mis en toute langue sur la boîte, ils ont tout de suite pensé international, ça aussi c'est sympa. Quand on voit qu'on a des boîtes françaises qui te font des notices traduites du chinois en anglais et en français, dont il manque la moitié ou les choses ne collent pas tout à fait. On a même déjà, regarde, le tri facile, carton et papier pour le bac. Cet appareil, ces accessoires sont recyclables. Donc ça aussi, j'attire votre attention là-dessus. Pourquoi? Parce que mine de rien, tout ça, ça coûte aux constructeurs, évidemment, aux fabricants, de faire tout ça, de penser à chaque pays, d'avoir les petites notices au regard de la loi de chaque pays, et c'est répercuté bien sûr derrière sur le prix du consommateur, forcément. Faire des normes et des lois et des règles, c'est bien, mais il y a des... C'est toujours, contrairement à la hache, là c'est un double tranchant, mais la vache, j'ai peut-être un peu trop aiguisé. Ah, celle-là, faut que je vous la montre quand même. Je m'approche. Regarde bien ce qu'il a fait, Mani. Heureusement que j'ai pas frappé vraiment. T'es à bout! Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Alors, maintenant ça suffit. Assez tchatché. Ouvrons ça. Donc, je disais que c'est une marque qui progresse vite. De modèle en modèle, ils ont fait des upgrades. Ils ont commencé à upgrader les modèles aussi qu'ils avaient déjà proposés. Évidemment, bien sûr, ceux qui ont déjà été construits, ceux qui ont déjà été produits, sont d'abord vendus. C'est clair. Quelque part par là, on a le petit scotch qui va bien. Voilà. Alors, une fois de plus, c'est une voiture piste, donc j'ai pris la rouge parce que la rouge c'est rapide. Par contre, j'ai les jantes noires parce que ceci n'est pas une voiture de rallye. Bouge pas, on va la sortir de là. Alors, quoi? D'abord moi, pour commencer. Je coupe le petit rideau, bouge pas. Voilà. Ça c'est fait. L'engin est donc présenté proprement dans sa petite boîte, bien emballé, bien rangé, fixé solidement avec deux rides en dessous. On a un film de protection au-dessus. On a un petit encart pour la radio, donc Radio Link, que vous connaissez. C'est la même qui est fournie chez Cross RC, chez Yikong. Et qu'est-ce qu'on avait sur le Kakapit et le KDM? KDM aussi, Kakapit aussi, HNR aussi. Différentes versions de cette radio tout simplement. Ils sont tous passés sur Radio Link parce que tout simplement fiable sur les portées. Cette radio
est relativement compacte à avoir en main, même pour un petit haut. Ça reste une radio RTR en plastique, d'accord? Tu n'auras jamais le confort d'une radio d'une gamme supérieure. On a la butée gaz frein ici, la butée direction aussi. On a le trim de direction et le trim des gaz, les inversions de 4 voies, pas uniquement de 2. En général, les radios comme ça ont l'inversion de gaz et des cerveaux de gaz et des cerveaux de direction. Là, ils ont ajouté l'inversion de toutes les voies présentes sur la radio. On a donc la voie 3 et 4. Donc si tu as de l'éclairage, quoi que ce soit d'autre, après sur une pistard, tu n'auras forcément pas grand chose dessus. Mais pour ceux qui veulent ajouter un module d'éclairage avec une commande à distance, par exemple, ou un klaxon, ce qu'ils veulent, voilà, ce qu'ils veulent. L'allumage se fait par ici. Moi, ça m'aurait pas dérangé que ça soit complètement sous le capot. Ils ont mis un petit look carbone sur la radio, tu vois. Voilà, pour faire la petite touch en plus. Même si elle est full plastique, je le sais puisque j'ai même sur les Nikon et autres, qu'on a utilisé maintenant un paquet de fois. Elles sont très agréables à avoir en main, même si c'est vrai qu'on s'attend, c'est toujours sympa d'avoir les petits encarts en caoutchouc ou autre ici, mais on les tient vraiment bien en main. Contrairement à certaines radios qui sont vraiment glissantes et désagréables. Fonctionne bien sûr avec 4 piles AA non fournies. D'accord. La machine. Donc, je vais enlever l'horizon là. La voici et vache, on va la passer à la balance parce que elle pèse la bébête. On a la sensation de gabarit honnêtement des Traxxas Fortec 3.0, même si l'Anthrax, bon, on a vérifié ça. Terry. Alors, nous avons un Anthrax sur cette machine de 260 mm. Donc les produits indices, vous me dites ça. Est-ce que c'est standard, est-ce que c'est pas standard? Ou est-ce qu'on est évidemment sur l'Anthrax un peu plus long des Traxxas aussi? On a une largeur donc de 190 mm, pas 200, puisqu'en un dixième il y a deux catégories, il y a les 190 et les 200. Moi ça me paraît un peu extrême de catégoriser ça pour 10 mm, c'est 5 mm par côté. Je trouve ça un peu extrême, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. L'engin est bien évidemment allongé. Il a une ligne élancée ici, puisque nous avons à l'arrière, je veux bien ne pas les... Mani va arracher les trucs. Il va se retrouver sans aileron. Et après, il va se demander pourquoi. Une ligne donc très allongée pour faire un appui aérodynamique supplémentaire sur le train arrière sans intégrer un aileron à part. On a deux petits mini ailerons ici pour augmenter donc l'appui du train arrière. Vu que c'est un engin pour aller vite, ils n'ont pas mis trop d'appui. Après ça, tu peux évidemment le chauffer et augmenter ou diminuer les angles. Tu peux très facilement, comme c'est juste du Lexan, faire toi-même pour augmenter. Si tu es sur circuit très sinueux, je pense que ce sera pas de mal du tout de mettre carrément une languette complètement droite à l'arrière. On verra ça à l'utilisation. On va bien sûr d'abord l'utiliser RTR, voir ce que ça raconte. Je vais t'approcher ça de la caméra, voir que tu vois d'un peu plus près. Donc on est vraiment juste sur un super suppôt. Hein, on a des feux faits de façon réaliste qui, vu d'ici tu vois peut-être pas, mais je pense qu'ils nous ont collé des LED là-dedans. Les jantes à bâton, les poètes-poètes. Oh, les poètes-poètes ont l'air assez moelleux. Ça c'est sûrement pas des poètes-poètes à emmener à 120 km/h. On va tester, on emmènera bien sûr avec nous les Ride et tous les autres pneus qu'on a. Et on a à l'arrière un support complet ici pour soutenir la carreau, pour éviter l'écrasement à haute vitesse. On a deux petits échappements, on a une roue de secours. Alors ça c'est funky maintenant, une roue de secours sur une pistarde. Je ne sais pas s'ils ont fait ça pour ajouter du poids à l'arrière, c'est rigolo. Ça c'est super rigolo. On remarque aussi tout de suite que les amortos, on regarde, sont montés complètement verticaux avec une fixation aussi différente. D'accord. Donc ça c'est la version châssis alu. Je vais rapidement peser ce bestiau parce que là le poids sorti du carton me paraît dingue.
2 kilos quand même seulement. Enfin, bouge pas. La batterie est à bord, ok. Mais on va vite, tiens, on va prendre la XV01. Batterie à bord aussi, la SNIT 5000. 1,6 kg. On a 400 grammes de plus que la XV et on est bien sur un Anthrax standard de 1/10. Ouais, j'ai bien vu que tu n'avais pas l'intention de répondre là, dans les commentaires et que tu n'as pas mis les mensurations, les mesures et tout. Hein, t'es pas encore réveillé, mon gars. Je sais bien, il est que 8h et des boîtes du matin. C'est normal. Donc on est bien sur les dimensions standards de 1,10. On a un gros pare-choc en mousse, plus un gros pare-choc en plastique en dessous, donc un gros skid pour éviter les impacts ici sur l'avant du châssis. On a un châssis en aluminium super... super massif. Petit clin d'œil de la part de Larlo. Ils ont gravé au laser sur le châssis Mani RC Garage 68. Vous en faites pas, ne paniquez pas, ça ne sera pas écrit sur la vôtre. Je sais que certains d'entre vous ne me supportent pas. C'est bien sûr évidemment mon modèle à moi, dédié pour moi, qui a ce petit gravage là-dessous. N'est-ce pas? À l'image de certaines marques, donc ils ont rajouté des gravages en dessous pour le côté esthétique de la chose. C'est chouette. Perso, je m'en fous. C'est en dessous. C'est pas l'intention de rouler trop souvent sur le toit avec cette voiture. Donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est sympa. Ça donne un petit plus. D'accord? On a des côtés caisses complets en plastique. Avec aussi un petit look carbone. On a bien sûr toute la visserie hexagonale. Barre stab en dessous. Des triangles qui sont généreusement dimensionnés. Dis donc la vache. Tu vois aussi qu'on a des cales de train complètes en alu. Ok. On a le train avant. Ici, complètement réglable. Regarde, on a des rotules. Hé, Claude, regarde. Ils ont fait des chapes réglables. Donc, tu vas pouvoir diminuer le jeu ici en serrant cette... Attention, bien sûr, tu ne serres pas trop fort parce que tu vas... Soit tu vas coincer, soit tu vas flinguer le filetage là-dedans. Et tu vas serrer plus rien. Donc, on a ce qu'il faut pour diminuer les jeux. Et on a un train avant. Alors ça, c'est super funky. On a soit la pièce qui rotationne à l'intérieur, soit même un réglage. Ça, on verra bien sûr d'en haut quand on aura démonté. Mais pour l'instant, pour l'avant-goût, ça suffit. On va jeter un coup d'œil maintenant à la notice. Alors, voyons voir tout cela. Alors, livré avec un petit chargeur automatique. Alors ça, c'est pas des chargeurs très puissants. Oh, sur quand même 1 ampère. Donc il chargera la batterie qui est à bord en 3h et 3h30 en gros 1 sur la vide complètement. On a quelques stickers avec. N'oubliez pas aussi, cher Larlo depuis le début, ce qu'ils font toujours, chaque nouveau modèle qui sort, j'ai oublié d'en parler, sort avec ici, où est-ce qu'ils l'ont mis? C'est sûrement marqué dessus, obligé. Si c'est pas là, c'est sur la boîte démolie même. Voilà. Avec un Speed Challenge pour 2023. Donc allez voir le site Larlo. Est-ce que si je te mets ça d'assez près comme ça, toi tu pourras passer ton QR code sur la bestiole, tiens d'ailleurs. Si je te mets ça là, je te laisse un petit instant. Est-ce que tu as le temps d'aller voir sur Facebook, Instagram et les autres les modalités du truc? Il y a toujours des choses à gagner. Malheureusement en France, c'est toujours un peu à la bourre, le temps d'avoir la machine, le temps que vous voyez les vidéos, les infos. Parce que tous les premiers Speed Challenge, ils ont fait assez. On était assez juste en timing. Là, j'aurais demandé justement de freiner un peu la chose parce que tout le monde n'a pas le temps de participer. C'est toujours les US qui sont en premier dessus. Et pourquoi toujours eux d'abord? Tu reçois avec couronne et pignon moteur plus gros. C'est un pignon de 40. On est donc ici au module 08, 06. On verra ça dans la notice. Là, j'ai un petit doute maintenant du coup. J'ai beaucoup trafiqué mes grosses bagnoles en ce moment, donc ce coup sur les petits modules, j'ai un petit trou. On a encore quelques doubles faces et velcro avec en plus pour si jamais tu démontes quelque chose et tu remets les éléments. Les petits outils qui vont avec. Ce coup-ci, on n'a pas de pièce de rechange.
Donc speedrun, ok, mais ne crache pas la voiture, d'accord? Fais pas le touillon. On a, ah bah voilà, d'ailleurs, c'est intégré dans le carton. Le Speed Challenge 2023 est à noter là. On a toutes les options possibles. Moteur avec refroidissement devant. On a une ailette intégrée à l'avant du moteur. Et j'ai aucune idée de la fabrication de ces moteurs, mais c'est pas des. Les nerfs n'ont pas la turbine devant, ils l'ont au cul, ou c'est devant. En tout cas, c'est bon. C'est bizarre. On regarde la taille du roulement. La vache, ils ont prévu lourd. La vache. Alors, ils ont fait tout un tableau ici avec des codes couleurs. Donc, pour les upgrades de puissance, de châssis, d'électronique ou de transmission. On a des moteurs ici. Accroche-toi bien. Donc, les moteurs de base en 3650. 4600 kV, 3700 kV ou 3570 kV qui prennent 3 ou 4S selon les kV. Un moteur 3660 9 tours, 2830 kV 4S et un 2460 kV qui prend 6S. Oh salaud. Oh la vache, les pignons, les couronnes en métal, les supports moteurs réglables pour les pignons plus gros. Donc là, ça c'est vraiment la page pour les fous de vitesse, d'accord? Pour vraiment faire des records de vitesse. Là, on a la page pour les gens comme nous, les freeriders, tout cool, tu vois. Regarde, on est tranquille. On a, ça, ce sont les pièces standards que tu peux avoir. Le moteur 4300 kV ou 3800 kV. Les servos. Différents varios, évidemment, sur les puissances que tu vas mettre à bord. Des pièces carbone, des pièces alu. Regarde, même les triangles. On a lu palier intermédiaire. Tiens, il est là, le palier intermédiaire. Donc, apparemment, il est sur. Enfin, on verra s'il est sur tous les modèles ou pas. On va aller checker ça dans la notice. En plus, les pièces alu sont disponibles déjà en différentes couleurs, y compris des jantes alu. Et voici donc le reste de la gamme d'ailleurs à ce sujet-là. On est 12e. Ça, c'est celui qui a gagné cette semaine. Ça, c'est juste l'autre couleur. Là, on en a un à gagner cette semaine, plus on en avait déjà un à gagner cette semaine. Ça, c'était les versions charbon. Existant d'autres couleurs, c'était sympa. Le Crobol, qu'on a vraiment adoré. J'espère vraiment qu'on va voir arriver les upgrades sur le Crobol avec le moteur brushless et le support moteur réglable. Parce que ça va vraiment bien. J'ai un support moteur réglable et vu que le Crobol est plus lourd, un 3650 à bord, vraiment sympa. On va mettre ça de côté. Et on va t'enlever la capote, la casquette. Donc on clipse là. L'esthétique, c'est comme toujours, t'aimes ou t'aimes pas. Là, ça fait un peu genre vieille Ford GT40 hein, sur le look. Comme c'est standard indice, tu pourras bien sûr mettre d'autres carreaux. Faudra bien sûr, selon le cas, modifier le tulle, hein, selon la carreau que tu mets. On a... Ah ouais, effectivement. L'éclairage est à bord, avec des phares fonctionnels. Comme je l'ai dit, les petites pièces en Lexan sont montées à l'arrière en plus. Donc on pourra modifier chacun sa sauce. L'appui aérodynamique arrière, si tu veux. Et on va te laisser ça là. Commençons par le train arrière. Tourelle de suspension arrière alu. Bulkhead. Là, on est vraiment sur... Alors, on a un mix un petit peu, puisqu'on a deux bulkheads latéraux qui maintiennent donc un carter de diff flottant, on appelle ça. Même si, après, s'il est fixe, au milieu, s'il y a des crans pour l'arrêter, il est fixe. Donc ça, par exemple, on a vu chez Arrows aussi. C'était un peu plus courant en 1/8 à l'époque. Par exemple, Sen GSTE, Traxxas Max. Et là, on l'a aussi sur les mini-machines. Alors, il faudra voir bien sûr au niveau de l'accès méca, parce que ceci ne facilite pas forcément l'accès méca, d'accord? Beaucoup de 1/10 ont les cellules divisées en deux dans la hauteur, donc tu enlèves 4 vis sur le dessus, tu lèves et tu atteins tes diffs. En 1/8, en général, on a un petit carter d'accès par l'arrière. Quand tu as des bulkheads comme ça, généralement, il faut séparer le bulkhead, parce que ensuite cette pièce se sépare en deux. Donc, tu dois enlever ça, l'ouvrir en deux, puis l'autre en deux. On verra ça au niveau de la notice, d'accord? On a les feux arrière aussi qui sont fonctionnels. On a tout le câblage avec. La roue de secours. Étrange, mais il y en a une. Les amortos qui ont un look vraiment sympa. Qui ont l'air bien généreux aussi en dimension, dis donc, pour un petit piste 1/8. 1/10.
On est vraiment sur de la Morteau plutôt un 10e TT que de la Morteau un 10e piste. Ne me demandez pas pourquoi ils sont allés mettre les amortos de ce sens. Hein, on verra comment ça fonctionne. Barre stab, arrière. Et une platine supérieure, mobile. On a une articulation là et là. Donc soit tu enlèves cette vis, soit là, et tu lèves le tout. Ça amène quoi? Ça amène une rigidité ou flexibilité contrôlée tout simplement. Je ne sais pas encore si cette pièce va être livrée en différents matériaux pour changer justement le flex ou non du châssis. Ils ont mis ça et il n'y a rien au centre, d'accord? On n'a pas de palier ici, donc effectivement le coût du palier c'est à part. Je pense que le palier ici qu'on a vu dans la notice sera uniquement sur la version châssis full option. Tu vois, il faut acheter le palier plus les cardans ou vraiment sur le système. Donc ça va vraiment être pour bombarder méchamment. Hein. C'est pour éviter les vibrations, puisque le long tube alu va vibrer plus vite, bien sûr, que les deux cardans courts ici en acier. D'ailleurs, tiens, regarde, on a les ailerons de la Batmobile. Tu peux acheter les ailerons en carbone pour mettre dessus, si tu as envie. On a des cales de train en alu avec des inserts, donc tu peux changer tous les angles de train. Biellette arrière réglable, bien sûr, pour le carrossage. Le pincement, lui, se réglera là. On a un porte-fusée. Je vais enlever les roues tout à l'heure pour te montrer. Cardan, bien sûr, full en acier, pareil, hein, c'est épais quand même. On a des petites vis de fixation en plus sur le porte-fusée. Alors je ne sais pas si c'est prévu pour ajouter un cache quelque chose. Un cache pour le roulement peut-être. Ou pour protéger la noix, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais réussir à te le montrer. Alors, on fera ça... on démontera, ça sera plus simple je pense pour vous montrer tout ça. Ce matin on va se contenter juste de sortir la voiture de la boîte et on fera une vidéo à part pour l'accès méca, d'accord? Pour éviter de trop traîner et de vous perdre. Carter de transmission fermé. Sans slipper, sans diff, par contre, attention hein, évidemment, bon, c'est pas un engin pour faire des sauts, donc a priori ça devrait bien se passer. Moteur 3650 4300 kV, variateur 60 ampères. On dirait un petit variateur ZTW. Côté look, comme ça, il n'y a pas du Hobbywing, on dirait plutôt du ZTW. Je ne me suis pas penché dessus, c'est un 60 ampères 2 à 3S. Interrupteur unique ici. On a pourtant, attention quand même, plusieurs fonctions sur l'interrupteur. Tu vois qu'on a ici un câble de signal. On a 3 fils ici. Donc non, Mani, tu ne coupes pas les câbles pour les rejoindre. Je pense que celui-ci sera utilisé pour faire le neutre aussi là-dessus. Le récepteur, sans boîte de réception, ça c'est un peu dommage. C'est dommage dans la mesure où quand tu vois tout ce qu'ils ont fait là-dessus sur la machine pour que ce soit propre, nickel et rangé, même si le câblage est rangé propre là, une boîte réception, ça serait tellement plus beau. Quand même, tu trouves pas? Tout ça bien embarqué, fermé, ça serait vachement chouette. Le récepteur prend jusqu'à 10 volts. Et c'est un X6F, ce qui veut dire qu'il n'a pas de gyroscope. Et ça, c'est très bien parce qu'on n'en veut pas. La direction devant. Le cerveau est placé à droite. On a une biellette immense qui va jusqu'à gauche. Regarde la taille de la biellette. C'est digne d'une biellette de 1.8, hein, point de vue de l'acier, pas point de vue des chapes. Et on a une direction type standard de ce qu'on a en 1.8, c'est-à-dire avec 2 paliers sur roulement et un sauve-cerveau monté ici avec un réglage. Biellette impériale, c'est bien sûr sur la biellette principale et aux roues. Le palonnier de cerveau, lui, en plastique. Donc là, pour ce que faire de l'engin, suffira large. Pour ceux qui vont se diriger vers haute vitesse, évidemment, je ne peux que conseiller de mettre un palonnier en alu pour pas avoir de blague au niveau des dents, ce genre de choses. Les amortos aussi avant sont montés extrêmement droits. On a d'ailleurs à l'arrière 6 possibilités de réglage. On a 2 en hauteur et 3 en inclinaison possible pour changer la réaction de la suspension et la hauteur de caisse. En bas, bien sûr, au triangle, tu n'en as qu'une seule. À l'avant, par contre, au niveau des triangles, on a 3 points d'ancrage. Et comme tu peux le constater, regarde, ces chapes coulissent ici à l'intérieur. Alors, on voit pas très bien ici sur le bas comment c'est foutu, on va voir sur le haut. Mais sur le bas, on n'a pas les vis. Pourtant, c'est bien 2 parties. On verra ça. Ici, tu as un réglage par cran. Tu vois, tous les trous ne sont pas en face. Donc selon le trou que tu choisis, tu vas changer l'angle de carrossage. Alors,
Ça veut dire que tu n'as que 3 positions de carrossage possibles, avec un avantage par contre quand même. Bien sûr, tu n'auras pas les entre-crans pour ceux qui veulent, tu vois, ça va peut-être être 0, 1 et 2 degrés, par exemple, ou 1,5 et 3, on verra ça. Ceux qui veulent régler, bien sûr, au mi-quart de poil de mollet de fourmi près, ça va peut-être pas leur plaire d'être coincé sur un truc. On a les chapes avant, donc, comme je l'ai dit avant, qui sont toutes fendues et réglables au niveau du jeu, d'accord. Et on a bien sûr un petit jeu dans la direction, mais effectivement, attends, je vais te bloquer la direction. Non, on va la bloquer là. On a effectivement très peu de jeux dans les bins. Hein. On a un jeu ici au niveau du roulement et du porte-fusée qui bouge ici, mais de la fusée dans le roulement, mais sinon ça va. Batterie donc 2S Hardcase 3200 livré avec, le tout en connecteur XT60. Comme toujours, ceux qui veulent changer, faut couper, faut souder autre chose. Si tu as d'autres batteries, tu peux utiliser un adaptateur. Au sujet des adaptateurs, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Je vous invite tous vraiment à faire attention à vos adaptateurs. D'accord ? À un moment donné, on trouvait énormément d'adaptateurs avec des câbles entre. La farce toujours de ces adaptateurs est que souvent, les câbles fournis sur les adaptateurs étaient de très petites sections. Tout comme les câbles de charge des batteries d'ailleurs. On te file des chargeurs avec 15, 20, 30 ampères et on te file des cordons de charge qui exploseraient en branchant une LED presque. Ensuite est venue la mode de ceux-là. Ce que je préfère bien sûr au câble, mais le souci de cela, c'est la soudure entre les deux. On a plein de gens qui ont des pannes parce que ici à l'intérieur, entre la jonction, on a soit des toutes petites plaquettes métalliques de rien qui sont soudées dessus ou mal soudées, ou cos sur cos directement mal soudées. Alors je sais que c'est embêtant, mais je vous invite franchement, si vous avez le moindre doute, s'il y a du mouvement suspect, de couper la gaine thermo et d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et de faire ce qu'il faut. Paradoxalement, bien sûr, les gens vont toujours dire c'est mieux de souder soi-même, mais les gens qui achètent des adaptateurs tout faits sont les gens qui ne savent pas souder, qui ne peuvent pas souder, qui n'ont pas les moyens techniques de souder. Si tu as un gamin de 14 ans à la maison, tu as expliqué qu'il faut aller acheter un fer à souder, du l'étain, du machin, du bidule, pour souder un adaptateur pour ta petite voiture. Aussi niveau budget, tu exploses ton budget, d'acheter toutes ces choses séparées. Ensuite, il faut le faire, tu vois, hein, c'est quand même à la maison, dans la piole. Si tu n'as personne aux alentours de toi qui bricole et qui sait de quoi il parle et ce qu'il fait, ou qui est intéressé par la chose, tu as vite un problème. C'est là, ces gens-là vont se tourner vers ça, forcément vers ces petits adaptateurs tout faits. Donc faites très attention avec ces trucs-là. On a constaté qu'on a plein d'adaptateurs foireux à ce sujet. À l'avant, nous avons une barre stable aussi qui est planquée là. Elle part derrière le train, elle passe ici devant. On a un museau qui a l'air bien solide. Les côtés caisse, je ne peux pas dire c'est vraiment utile. Est-ce qu'on a un fond plat? Absolument pas. On n'a aucune aspiration, aucun effet de sol. Ici, on a un simple châssis plat. Donc à voir après si ceci ne provoque pas l'effet inverse, c'est-à-dire que lever le châssis à cause du flux d'air qui va s'embarquer en dessous. On a aussi une arête aussi relativement grosse ici pour le flux d'air. Tu vois, ça va créer une perturbation du flux d'air à l'avant du châssis. C'est pour ça que beaucoup de marques vont aller vers des trucs très très fins et fluides. Après, vous inquiétez pas, s'ils ont mis des vitesses pareilles sur la boîte, c'est qu'ils ont testé avant nous. Ça, faut leur laisser chez Arlo, ils testent quand même. Hein. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous raconte la notice. T'aimes ? A tout à l'heure, ma puce. On a une belle notice en couleur. C'est couillon, mais ça fait toujours plaisir. En plusieurs langues, avec d'ailleurs, tiens, aussi, on a toutes les specs. Mani, il a les mesurés pour rien, c'est écrit 460 x 195 x 118 pour les tailles du véhicule. Anthrax de 260. Garde au sol 11,5 mm. On est quand même relativement haut, bien sûr, ceux qui veulent rouler plus bas sur circuit, on n'aura aucun souci pour descendre le véhicule, puisqu'on a des points d'ancrage différents à l'arrière des amortos pour rabaisser le véhicule sans changer quoi que ce soit à la réaction de suspension. Et on a quand même
ici aux quatre coins des vis de butée de suspension pour faire la même chose. Pense bien sûr, à, si besoin, à relâcher un petit peu la pression de tes ressorts. Alors à l'avant, tu ne pourras pas, on est déjà au minimum. Donc si tu comprimes ta suspension devant, si tu serres tes vis de butée du triangle devant, bah devant c'est vraiment déjà bas, hein. Tu vas bien sûr perdre un petit peu de progressivité sur la suspension puisque tu vas déjà mettre de la pré-contrainte sur le ressort. D'accord ? On est pas mal. On est assez ferme devant et un peu plus souple à l'arrière. Ça me plaît bien cette histoire. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut monter la garde au sol pour ceux qui ont vraiment un parking endommagé? Il faudra, je pense, passer par des chapes plus longues. La chape, si tu ne sais pas, c'est la pièce qui est là. Ici, cette pièce. C'est cette pièce-là, la chape. Tu vois, parce que là, tu en as des longues, là, tu en as des courtes. Après, attention, bien sûr, toujours au filetage. Là, ça doit être du M3. Et là, ça a l'air d'être un peu... Bon, ça doit aussi être du M3. Ils n'ont pas fait du M4 ici. Donc ça, après, il faut, comme sur la HPI RS4 ou d'autres voitures pistes qu'on a eu ici, pour rouler sur parking, pour en profiter sereinement, on a rallongé les chapes pour remonter un petit peu la caisse. Alors, on a aussi les détails de chaque petite version. Une version donc châssis carbone et, ou châssis alu. D'accord. Ici, donc, nous allons aller au metal version. Giftbox, giftbox. Alors, là, bien sûr, la version haut de gamme est livrée dans la petite mallette qu'on a vue aussi pour la tout-terrain. C'est la petite mallette look carbone comme ça, c'est sympa. Alors, que je te dise pas de bêtises, on a donc une version C, châssis carbone, une version métal A 917R ou B, donc pour les couleurs, red ou blue. On a... Ah, ça c'est la version charbon. Une version charbon avec le châssis alu. Le roller, donc Supercar Roller Carbon Fiber Version. Roller. Et on a encore la métal. Donc on a deux versions en roller, la alu et carbone. Et je pense que justement ce sont les deux versions roller qui auront... c'est écrit là. Split transmission with two steel drive shafts. Ok. Donc, définitivement, le cardan en deux parties pour les azous de la vitesse extrême est livré d'office sur le châssis tout près. C'est sympa quand même, ils ont mis les puissances là par contre sur le moteur charbon, mais pas sur le brushless. Si, le moteur brushless 1300 watts sur la version carbone, le 3900 kV 3660. Nous ici on a le 3650 4300 kV à 900 watts. Et le moteur charbon ici fait 880 watts quand même. Mais il a un vario de 80 ampères pour sortir presque la même puissance en watts que le 3650 4300. Ça c'est funky. Et c'est un 13 tours, donc jamais il arrivera à 4300 tours. Donc on a une puissance supérieure, mais aussi plus de tours minute. Donc de toute façon, une Vmax plus grande que le charbon, il n'y a rien à faire dans ce cas-là pour le charbon. Hein. Le détail en couleur de qu'est-ce qui est quoi. Alors, le châssis carbone a la différence qu'il sera plus léger, puisque ici nous avons le châssis alu qui a des côtés caisse en plus, alors que la version carbone, elle, a une plaque complète en une seule. C'est un seul morceau. Et on a même l'option ici, tu vois, pour cingler la lipo de côté latéralement différemment. Il y a... Alors, attention. Et la version charbon, ok, juste un autre vario, l'autre moteur. D'accord. On a un autre type de pneumatique aussi, tiens, sur la version carbone, et d'autres jantes. L'éclaté, lui, est un peu plus succinct, mais largement suffisant pour ce qu'on veut faire. On va aller voir le module ici des dents, des tailles de diff. Ce que j'ai vu vite fait, ils ont fait du costaud, on dirait bien. Intermédiaire, pièce carrosserie. Donc là, par contre, le niveau chute un petit peu. On est tous d'accord. Donc les diffs à 4 satellites.
Une couronne de 39 principale, ouais, donc ça veut dire qu'on a des bonnes grosses dents quand même là-dessus. Hein. Et évidemment, toute la liste des pièces, options et les moteurs. Hein, et regarde ça, franchement, esthétiquement, tu vois, ils ont voulu chercher un peu de neuf. Regarde ça comme ils ont assuré. Regarde comme c'est beau quand même esthétiquement d'avoir toutes les faces séparées à l'arrière et les ventiles à l'avant pour les moteurs. Ah, mais ce serait pas. Est-ce que ça serait pas tout simplement les derniers moteurs Taurus 1/10? Je crois que c'est ça. Ces petits moteurs Taurus 1/10 sont équipés de la sorte. Et je crois qu'on va pas réussir à résister. Nous allons ouvrir la voiture. Bah ouais quoi. Alors bouge pas. Tout d'abord, nous allons enlever 2 roues. D'accord? Parce que cet accès méca m'intrigue un petit peu. Alors je viens d'avoir la notice en main, mais j'ai quand même pas regardé plus que ça. Moi les pneumatiques, je sais pas trop. Après des fois un indice c'est bizarre. Hein. Tu dis le pneu est pas terrible, finalement il est super bon, il y en a tu te dis oh ça sent bon et en fait c'est une catastrophe. Hop. Porte-fusil arrière, un seul réglage en bas. Plusieurs points d'ancrage en haut. Ici, on n'a pas de choix de point d'ancrage au niveau de la cellule pour changer le centre de roulis du véhicule, ou du train avant ou arrière séparément. On a par contre ici, comme je t'ai dit, des petites fixations en plus. On a des exemples plastiques en 1/10, ça doit suffire. Après, peut-être pour les hautes vitesses, ouais, à voir. Les diffs, à l'arrière un peu ferme. À l'avant, kiff. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit huilé dans ces diffs. Et là, on a un petit piège courant en 1/10. C'est l'hexagone de roue qui s'est barré avec la roue. Donc après, tu vas le chercher et en plus, tu risques de perdre l'axe. Donc j'en étais où? Et à l'avant, on a aussi 2 petites fixations comme ça. Alors je sais pas à quoi ça sert, s'ils ont pris une petite option, bouge pas. Hop. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit à ce sujet? Ah, ils font un récepteur qui a un système de contrôle de lumière intégré. Si jamais tu veux avoir tout le système de feu, ça double les voies tout simplement et tu as un câble qui sort pour clignotant gauche, droit, avant, arrière, etc. D'accord? Les stops et tout ce que tu veux. Ouais, tu vois, regarde le châssis ici complet en carbone, en un seul morceau large. On n'a rien par contre pour ces espèces de petits caches sur les portes fusées ni quoi que ce soit. Hein. Non. Il n'y a pas. Ok. Allons rapidement voir cette histoire d'accès de diff. On est quand même en demi-coquille pour le bulkhead, regarde. Ce qui veut dire qu'on peut enlever... Alors ici on en a une, ici on en a une, ça fait 2. Et les 2 autres, ils les ont mises ailleurs. On ne les voit pas sur le plan, mais je pense qu'il y a 4 vis hein, pour tenir la pièce supérieure ici sur le carter. Et ensuite on peut accéder au demi-carter avec 2 vis. Pour accéder au diff. Ok. Voyons voir ça. On va attaquer par l'avant peut-être, parce que l'arrière... Bon après ça va, c'est que la roue de secours. Mais bon. Voyons voir cela. On a 2 vis là. Mais en enlevant ces vis, attention, nous allons avoir un autre problème. Ça passe pas ici. Donc on va enlever là-haut. Ne bougez pas.
Ok, ça c'est une seule pièce, donc il faut aussi enlever celle de la direction. Ok. Ensuite, la tourelle, elle va venir avec, ce qui veut dire qu'on peut enlever les bras de suspension inférieurs, enfin les ancrages ici. Ok. Ok. Et maintenant, toute la platine supérieure devrait se lever. Devrait. Mais non, parce qu'on a encore le pare-choc qui est relié avec la platine supérieure et la barre stable. De toute façon, le pare-choc, on doit l'enlever pour réussir à ouvrir le demi-bulkhead. On est tous d'accord. Ouais. Bien. Donc, nous en sommes où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vis pour l'instant pour réussir à monter cette partie du train avant. Tu fais gaffe parce que la direction se lève avec, donc les roulements vont pouvoir se casser la figure. Le bulkhead lui sort déjà, mais on va pas pouvoir le séparer comme ça. Donc on va séparer le pare-choc devant là. Donc 14 et 15. Ok. Et on accède à la cellule. Une vis là. Et une vis là-dessous. Et maintenant... Ah oui, mais il faut lever, il faut qu'il sorte entièrement. Il faut qu'il sorte entièrement. Et je vais être embêté par ça. Donc il faut quand même enlever les deux roues. Et il me faut séparer les portes fusées. Attention ici, ce sont des vis à pas plastique. Ça c'est intéressant ça. Regarde. C'est des vis à pas plastique. Donc tu te plantes pas. On va être à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La vache, on a presque des montagnes X-Max là. Les roulements sont allés se promener. La biellette de direction nous gêne. La barre stable nous gêne parce qu'elle veut venir avec aussi. L'axe est parti avec l'hexagone. Ah, ok. Il y a un piège. La noix derrière est capturée à l'intérieur de ce plastique ici. Cette pièce unique fait tout le tour de la noix. Donc tu ne peux pas sortir la demi-coquille comme ça. Si je sépare ici, je vais me retrouver avec mes trains avant en deux parties. Voilà. Et les cales qui vont se balader. Ok. Donc là, c'est un peu plus tordu. Le poids des pièces est impressionnant. Après, ça ne veut rien dire, hein, toujours. Ah, eux, ils ont misé sur le poids aussi pour être stable pour la vitesse. Donc tu vois, on a les axes enfilés comme ça, on a une petite cale ici.
Là, tu as tes petits réglages, parce que tu viens de le mettre à l'envers, c'est censé être en haut, Mani, ça. Voilà. Donc à l'arrière, effectivement, tu fais gaffe à tes roulements. On va aller les récupérer tout de suite. N'est-ce pas? Hop. Et tu vois, la pièce ici ne s'en va pas, elle reste avec la noix. Mais du coup, maintenant, on peut monter tout le bulkhead complet, complètement dehors. Voilà. Et on se retrouve avec les diffs, qui ont une dentition bien généreuse, une dimension en gros de diffs qui font aussi dans les SC 1 dixième. Hein. Donc c'est à l'image de ce que Traxxas a mis dans les Slash et les Nitro Fortec, etc. Ça reste de l'acier fruité. On est pas mal sur la sensation, on va quand même ouvrir, hein. On n'est pas arrivé jusque là pour pas voir ce qu'il y a dedans. Donc le remontage va être plus facile. Le sens. Il n'y a pas de détrompeur pour le sens. Tu peux pas te fier à cette coquille parce qu'elle est recto verso. Donc on va devoir regarder où est la graisse ici de ce côté-là. Si c'était à droite ou à gauche. Hein? Hein, tu sais plus. Lui il était là, mais après de l'autre côté tu sais pas. On a un petit peu de graisse plus ici que là, donc c'était comme ça. On verra quand on remontera, ça se trouve. On aura le diff avant qui va tourner l'inverse du diff arrière. On a des roulements un peu plus grands aussi ici sur le diff. Par contre les sorties, tu vois, les noirs sont assez compactes. Ouais, si elles sont assez épaisses, hein. Il n'y aura pas de souci. Tous les roulements sont en paroi double Z, c'est-à-dire métallique, pour être huilés facilement. Les couronnes se changent séparément. Tu n'es pas obligé d'ouvrir le diff et d'intervenir sur le diff si jamais tu casses. Tu fais très attention aux joints. Ah, il est complètement collé. Hein. Le joint est complètement collé, là il vient de se détruire. Et on est bien huilé à l'intérieur. Ça va. On est bien huilé. Moi je sais, t'es peut-être un peu loin là-bas, mais après, dans les grandes lignes quand même, t'as compris ce qu'on vient de faire. N'est-ce pas? Alors, maintenant, on va faire autre chose. Parce qu'évidemment, mon joint il a lâché. Tu peux pas remplacer les joints par n'importe quoi parce qu'il y a différentes épaisseurs tout simplement. Hein. Là on n'est pas trop mal. Celui-là on sera pas trop mal, on verra ça. On a des petits détrompeurs aussi, enfin des petits détrompeurs, des petites encoches ici. Tu vois le carter de diff tient bien sur le diff. Et pourquoi nous as-tu comme ça lâchement abandonné? Hein, ça va, c'est la doublure. Bien. On va sortir un petit peu d'huile au passage. Et on va remplacer. On va ajouter de l'huile beaucoup plus dure à l'avant tout de suite, parce que si déjà on a démonté, autant le faire, n'est-ce pas? Alors l'idéal bien sûr c'est de remplacer le joint. Scénario classique, t'as pas de joint, parce que c'est pas le genre de truc auquel tu penses à commander avec en plus.
Et nous allons tout simplement rajouter une petite goutte. Où est-ce qu'elle est? Un tout petit peu. On va laisser ce qu'il y a dedans et on va juste rajouter de la 2 millions. Un tout petit peu, d'accord? Une petite lichette de 2 millions à l'intérieur. Le risque de fuite est minime. On va se remettre bien sûr dans le bon sens. Ah, ça va, c'est que là. C'est plus le. Là, il s'est déchiré, donc là, on aura peut-être une petite fuite au niveau de la déchirure. Là, au niveau du papier, c'est pas très grave. On passera tranquille commande de quelques joints. Mais nous, on veut rouler en attendant. Hein. On ne veut pas s'amuser à attendre des joints. Il y a une petite fuite là, ça lui fera pas beaucoup de mal. Hop. Ok. On va régresser un petit peu. On s'assure bien sûr que le diff fonctionne. Hein. Il va bien. Alors vous, maintenant, c'est sûr, vous êtes en train de voir, vous savez de quel côté était le diff. Moi, je sais plus. Donc faites gaffe quand vous ouvrez. Si vous voulez ouvrir. Hein. Donc à vos joints. Moi, je vais regarder ça. Alors. Ouais. On était par là. Il n'y a pas de rondelle de calage. Mettons d'abord les vis. C'est pas celle-là. Le piège. Petite coquine. Ok. Tout fonctionne. Ça, c'est symétrique. Donc, maintenant, tu vois, je l'ai sorti de là. On ne sait plus dans quel sens ça va aller pour avancer. Normalement, ça va être là. Parce que sens contraire des aiguilles d'une montre, on va avancer. On va vérifier ça quand on l'a remonté. Il faut le glisser là-dedans. Il faut pas oublier d'embarquer l'arbre de transmission. Ok. On remet la platine supérieure dessus pour ne pas perdre les roulements de la direction. Hein, tu sais, hein? C'est bien les voitures qui ont plein de petites jolies pièces, mais... Donc les vis de la direction, on va les remettre tout de suite. Tout fonctionne bien. On se fait pas avoir avec les cardans. Ok. Maintenant, première chose à faire, c'est vérifier le sens de rotation. Si tu veux bien avancer, s'il te plaît. Donc, sens contraire des aiguilles d'une montre.
et j'ai inversé. Cette machine tourne sans des aiguilles montres. Donc là, mes roues arrière avancent et mes roues avant reculent. Donc tu as mis tes vis trop vite. Tu fais attention, regarde le piège, regarde. Là, je veux te dire, il y en a qui vont perdre patience quand ils vont intervenir sur ces machines. On a l'axe du CVD qui est sorti. Regarde, on a un petit axe ici avec la tête emprisonnée dans le roulement. Devant, on a une petite rondelle de calage pour éviter d'abîmer le roulement. On va remettre l'axe et on va tout de suite sortir ici l'hexagone de la roue pour aller le reclipser ici pour pas avoir d'ennui. Hop. Ok. On s'est fait avoir une fois. On va essayer de ne pas se faire avoir deux fois. On check avant de mettre les vis cette fois. Et tout tourne bien en avant. Donc soit tu repères, soit quand tu remontes, tu contrôles. Donc nous avons appris que tout ce que tu dois faire, c'est séparer le bas des amortaux. T'enlèves tes roues, hein, t'enlèves le bas de tes amortaux, t'enlèves les deux vis des biellettes supérieures, t'enlèves les 4 vis qui tiennent la jonction ici après avoir bien sûr enlevé la platine supérieure, ce qui te permet d'enlever toute cette pièce là, ok. Ensuite, tu sépares ta barre stab et ton pare-choc. Hein, donc 5 vis pour le pare-choc et la barre stab. Après, tu enlèves tes 2 vis de direction et tu peux sortir ta pièce. D'accord? C'est pas une opération compliquée. Tu fais gaffe que tout s'emmanche bien, que tu ne perdes pas tes roulements. Il faut juste prendre son temps. D'accord. Là, on va réemmancher les deux axes. Tu fais gaffe de ne pas perdre les cales en haut. Ou le triangle complet, le cas échéant. Évidemment. Tu sais quoi, on va essayer de l'autre sens. On va mettre le triangle en place ici. Ok. Et on va mettre ce triangle en place aussi ici. Bien. Et maintenant, on va glisser cette pièce en place. C'est pour ça qu'on fait les démontages ensemble. Ça, on voit un petit peu où ça peut coincer. Ça, on va pas faire tout ce qui peut valdinguer en pièces. Parce que oui, bien sûr, on pourrait s'entraîner 2-3 fois à le faire, ou le faire d'abord hors caméra, et puis après se la jouer à la perfection, quoi. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Regarde maintenant,
mine de rien, comme tu te fais vite chier à tout remettre en place. Là, il y a un truc, ça me plaît pas tout à fait. On a une tension ici quand on remet cette pièce en place. Parce qu'on va passer la demi-sphère, voilà. Voilà. Donc ça s'est bien passé. On contrôle tout. Ça fonctionne librement, on est bon. Le cardan est dedans. On va donc mettre, tu te trompes pas, comme dit, les deux pièces, les deux vis spécifiques plastiques. Ça par contre, à voir. On vérifie que les cardans sont bien en place. Wets. Dernier check encore une fois de voir si le véhicule avance bien quand on veut avancer. Ouais, c'est bon aussi. On va en profiter pour remettre les deux vis des suspensions. On est déjà un petit peu sous tension. Hein. Ouais, il est possible que toute la vidéo, en fait, je me suis retrouvé devant à te gâcher la vue, mais ça arrive, ok. On va replacer la barre stable. Ok. On va remettre les 4 vis tête fraisées là. Ils nous ont mis de la vis tête fraisée là devant alors que c'est pas... Alors ça c'est marrant maintenant. Parce que quand j'ai démonté, j'ai pas regardé, mais ici effectivement, puisqu'il nous reste les 3 vis du dessous, on a les 2 vis de la barre, et ici on avait des vis tête fraisée dans le... Je vais inverser avec la direction. La direction des vis plates. Intéressant cette affaire. Est-ce que c'était les vis de suspension? Bingo! Regarde. Ça va là. Ok. Et ça, la vis tête fraisée. Ça va là. Et on va déjà comprimer un petit peu la suspension là. Ok. En tout cas, tous ces petits montages les uns dans les autres, on a une bonne sensation de solidité, ça c'est sûr. Hein. Après, il faudra se méfier quand même un petit peu du plastique. Les 3 petites dernières là. Le train arrière, on démontera sur la version allemande. Quoique, on va peut-être le laisser avec son huile épaisse. Et cas de besoin, on mettra de l'huile plus fine après. Si on a le cul qui pousse trop. J'en sais encore rien. Platine supérieure. Donc ça met quand même un petit moment pour intervenir sur les diffs sur ces machines. Vous avez vu que sur par exemple la FT1S ça va super vite, hein. On est vraiment au diff en 2 minutes. Bravo Mani. Après, c'est pas le genre de truc. Alors pour ceux qui font les speedruns, oui.
Ceux qui vont faire les speedruns, évidemment, à 120 km/h ou plus, selon ce qu'ils font, selon la version de châssis qu'ils prennent, seront obligés d'intervenir plus souvent sur la diff. Bon, généralement, ceux qui font que des speedruns, ils mettent de l'huile très très dure, on bloque l'avant carrément, pour pas perdre de vitesse. S'il y a un petit trou, une roue qui décolle plus que l'autre ou quoi que ce soit. D'accord. Mais ce qu'ils vont devoir intervenir, c'est sur les roulements. Parce que quelques speedruns à haute vitesse, comme ça, des petits roulements comme ça, vont chauffer énormément. Vont rapidement s'user, prendre du jeu. Donc ils vont se retrouver, ou à l'image des compétiteurs, hein, bon là c'est pas une machine de compète, mais regarde les compétiteurs qui après chaque sortie vont mettre l'engin totalement en pièces pour le remonter après. Donc pour eux c'est important d'avoir des accès extrêmement rapides. Maintenant qu'on a tout remonté, bah, c'est le moment de voir si on a assuré, hein, ou si ça va nous péter à la gueule. Ça c'est pas exclu, toi t'es pas réveillé mon petit Mani. Alors, notice de côté, coupelle de côté. Est-ce qu'on va se servir tout simplement de la boîte d'origine pour poser l'engin dessus? Ben oui, absolument. On va faire ça. Non, on va pas faire ça. Où sont mes petits supports? Ah, mes transpire cochons, ils sont sous mes X-Max. Je vais juste vérifier une chose, qui reste assez de temps sur la carte SD. C'est bon, 25 minutes. On va pouvoir faire encore ça. Hop. Alors, des batteries. Hop. Merci tonton Pépile. Ce sujet, là, juste avant de commencer la vidéo, j'ai reçu un SMS de mon compte PayPal parce qu'on a un tonton qui nous a envoyé 100 € de dons. Et ouais, 100 € comme ça. Il m'a envoyé ça, il m'a envoyé un petit mail derrière, juste pour me dire, ah, tiens, je t'ai envoyé un petit quelque chose. Donc merci à toi, c'est génial. Et donc avec ces 100 € plus la vente de la RMX 2.0 et du Lasernet, nous avons donc le budget nécessaire pour Kazuga. Mais je sais pas, ne me motive pas, donc j'ai trouvé autre chose. Alors, mise en route, t'appuies dessus, t'attends. Il t'a fait tous tes petits bips, on est bon. Direction. Donc comme ils avaient réglé sortie de la boîte, le dual rate, vous avez vu quand j'ai sorti la radio, je l'ai mis à fond, mais en fait ça aurait été bon. Le servo est pas des plus rapides. Pour du speedrun ça suffit. Et d'ailleurs c'est aussi un petit moteur surpasse, il a même un capteur de température au cul, mais le vario n'est pas prévu pour. On n'a pas la sonde, elle n'est pas montée. Alors, nous avons un petit flop-flop. Ouais. En gros, on aura un petit 50-60 par là, hein. Ça devrait être pas mal. Niveau du punch, ça va aussi. Niveau du freinage, ça va aussi. Ce qu'on n'a pas fait, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas fait, c'est que l'on n'a pas regardé dans la notice au niveau donc du vario pour les réglages, d'accord? Ça c'est une chose qu'on n'a pas fait. Et d'éventuelles programmations possibles. Et on n'a rien dans la notice. On n'a pas d'autres papiers là-bas. Je te confirme qu'on n'a aucune indique sur les varios. Donc là,
n'y a qu'une chose à faire, c'est aller sur le site Larlo pour voir s'il y en a quelqu'un indique que c'est ça. Ça, c'est uniquement la feuille avec les options. Dommage, aucune indique sur Larlo à part que c'est un 60 ampères, donc on ne sait pas si on peut faire différents réglages ou non. C'est un peu dommage, hein. On est tous d'accord à ce sujet-là. C'est pas très grave, mais ça aurait été sympa. Comme toujours chez Larlo aussi, les premiers qui commandent auront des grosses remises sur les premiers modèles. Ça, pareil, je vous laisse vous débrouiller sur la page de Larlo. Ceux qui sont intéressés par le Speed Challenge, pareil, expliquez-nous les modalités, ce qui vous intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc pas de raison d'aller voir. Je regarde pas les choses qui ne m'intéressent pas, en fait. C'est un peu couillon comme mec, mais ça me simplifie beaucoup la vie. Tu veux faire quelque chose qui ne m'intéresse pas moi, intéresse-toi toi à ce sujet, mais laisse-moi tranquille. Je vous dis, j'espère à bientôt sur la route, parce que ça dépend de la météo et du temps dont je dispose. En ce moment, on est vraiment super ric-rac avec le temps. Je rappelle que le club du SAM 68, parce qu'on a ici une indice-piste, a une piste indoor au Décathlon de Wittenheim, est en train de préparer une piste 1/10 moquette tout terrain, 1/10 ou échelle peut-être un peu plus grosse, enfin pas échelle plus grosse, mais pour short course et trucs comme ça, 1/10. On sera limité tout simplement en nombre de S pour limiter la puissance transmise aux roues. Ceux qui ont le véhicule plus lourd, ben, ils rouleront moins vite, c'est comme ça, mais du coup ils abîmeront pas plus la structure non plus. Le projet est parti sur quelque chose de simple. Ils ont fini en mode club, quoi. Les mecs, c'est des clubards, c'est sûr. Donc il y a un caisson pour du matos, il y a un stand complet qui est offert par une entreprise. C'est gratuitement mis à disposition par des entreprises des environs de Tagolsheim, du circuit. On parlera plus de ça avec Philippe et Jean-Mi du club, parce que c'est eux qui ont tout dirigé. Des gros efforts de pas beaucoup de membres qui ont participé à ça, mais qui ont donné vraiment beaucoup de choses pour que ça avance. De ceux qui n'ont pas pu aider grand chose, je suis compris dedans parce que par manque de temps, justement, j'ai pas le temps d'aller les aider. J'aurais dû aller aussi sur le circuit du Val d'Argent à Lièpvre pour les aider, pour modifier aussi un peu le circuit et faire des travaux d'entretien. Mais le temps m'est vraiment super méga compté, c'est vraiment chaud. Donc faut faire des choix. Donc le petit peu de temps que j'ai à consacrer, ben, il continue sur la chaîne pour alimenter bien sûr les vidéos et toutes vos demandes dans les commentaires. On a RC Passion. RC Passion qui à la base roulait à Mulhouse sur le circuit du MCM. Donc ça c'est pour tous les 68 arts. Cette association n'est pas totalement absolument morte. Pour l'instant, ils n'ont plus de circuit, mais le circuit était encore... Enfin, la mairie n'a rien contre la remise en route du circuit. Par contre, ça sera plus possible définitivement en thermique. D'accord? Donc, RC Passion aimerait avec des anciens du MCM ou des nouveaux, justement, donc allez voir la chaîne RC Passion, il vous expliquera ça sur une petite vidéo. Si on a le temps, on aimerait bien sûr aussi faire la vidéo ensemble, tous les deux. Lui et moi, pour vous expliquer tout ça. Donc de relancer le MCM de Mulhouse pour faire aussi circuit piste et tout terrain aux environs de Mulhouse. Comme ça, on aura donc à nouveau des infrastructures comme dans les années 80. Nous aurons donc le circuit du SAM 68 à Mansbach qui est un circuit piste 1/10, 1/8, même un 5e, juste pas quand tu as tout le monde sur le circuit le dimanche avant, tu viens pas avec ton 5e, ou samedi quand il y a une affluence, ça c'est normal. Le circuit indoor du Décathlon de Wittenheim, il prépare un pump track. Justement, donc là, ça devrait se faire. On va aller voir les modalités avec Philippe, c'est lui qui a tout fait. Hein. C'est pas moi. D'accord. Donc, comment on va faire pour gérer l'accès? Ça sera réservé bien sûr aux membres, etc. On vous expliquera tout ça. Un petit pump track en terre sympa, juste pour le loisir. D'accord. Juste pour rouler cool, méli-mélo échelle. 100% brushless, enfin 100% électrique, pas brushless bien sûr, ça sera 100% électrique les mecs. Hein. Mansbach aussi, respectez les horaires, c'est 8h midi, 13h30 ou 14h, 18h, c'est pas les jours fériés, c'est pas les dimanches. Si vous venez en nitro, respectez ça. Bien sûr, au indoor de Wittenheim, électrique, donc le pump track ça sera électrique, le circuit 1/10 de Tagolsheim électrique.
pour le MCM, RC Passion aimerait relancer le circuit en nitro et en électro. Le nitro posera bien sûr le plus de problèmes de bruit au niveau de l'agglomération, sauf si on trouve un circuit extérieur à la chose, à voir ce qui est faisable ou non. Mais ça sera absolument génial. Donc on va se retrouver avec, pour le SAM 68, 3 endroits et 4 structures. Si le MCM peut se relancer en piste et tout terrain, tu vois, parce que là on est sur le coin de Alkirch, là on sera sur le coin de Mulhouse. On a donc sur le coin de Colmar, on a le circuit du Val d'Argent. Il y a aussi sur Colmar l'écurie du Lac, un 8e tout terrain buggy truggy compétition. Il y a du circuit sur Belfort, etc. Donc les mecs, je veux voir plus en plus dans les coms parler régulièrement. Même si vous vous dites, ouais, je l'ai déjà dit il y a 6 mois ou 1 an, balancez régulièrement toutes les structures que vous connaissez. N'oubliez pas la carte de France de RC Something. C'est en bas dans les vidéos. Il y a le lien de la carte de France de RC Something. C'est fait pour les spots de bash, de crawl, de freeride. Vous mettez votre spot, vous mettez ce qui a, s'il y a des restrictions, n'hésitez pas à mettre, voilà, tu peux rouler que en semaine, tu peux rouler que le dimanche parce que c'est un parking d'une entreprise. Mettez les circuits aussi, mettez-les pour qu'ils soient visibles. Les gens, contactez les structures, les circuits. Bien sûr, il y a des règlements parce que oui, ils ont fait les circuits dans le sens où ils veulent. Donc ceux qui sont accès compétition vont faire un circuit accès compétition, du règlement compétition. Ils voudront que ça reste dans ce domaine-là. C'est à respecter aussi, surtout que c'est eux qui gèrent la structure. Ces structures coûtent de l'argent. Le SAM là, il fait du gros boulot pour sa structure, pour justement voir avec la FFRC tout ça machin, puisqu'il y a des possibilités d'évolution, mais il faut d'abord avancer pour pouvoir évoluer. Ça marche pas de l'autre sens. Tu ne veux pas dire je vais faire un circuit tout terrain, je vais d'abord voir combien de gens vont venir avant de lancer des choses. Non, il faut se mettre en avant. Donc ils ont posé l'argent sur la table, un gros budget pour faire ce circuit de Tagolsheim, et après il faut que, voilà, justement récupérer l'argent, il faut que les gens viennent s'inscrire. Quand tu as un abonnement mensuel comme ce qu'ils font en général, une centaine d'euros l'année, tu vois, il faut au moins une dizaine de pilotes de plus sur une année qui vont rester pendant plusieurs années et qui vont revenir tous les ans. Il faut intéresser ces gens-là, donc il faut que la structure reste agréable pour eux, il faut que ça soit agréable au niveau entre les pilotes, les conducteurs, les amateurs. Au niveau du SAM 68, c'est pas un problème, ça marche à merveille cette ambiance-là. Chez Sungo Mini Z aussi, au MCM s'il va revivre, c'était comme ça avant aussi, donc il n'y a pas de raison que ça se repasse pas comme ça. À Lièpre de toute façon ça se passe super cool, donc parlez-nous de toutes les autres infrastructures qui sont aussi ici, hein. Donc moi maintenant, vu que les infrastructures et les circuits sont en train de grimper dans 68-67, je vais pas me refermer sur les autres, mais je vais me concentrer un peu bien sûr sur ceux qui sont là pour leur donner du visu, parce que ils ont l'avantage, ils sont à côté de moi. Évidemment. C'est comme ça, il y a des chouchous. Évidemment, il y a des chouchous. J'ai jamais dit que je suis absolument totalement impartial et que je fais attention à tout le monde. Les kikis! On se verra sur la piste pour un essai roulage. Pas speedrun, d'accord? Speedrun, c'est pas ma tasse de thé. Surtout que c'est un engin que nous allons offrir en tombola après les essais. Et on sait que les speedruns sont très risqués parce que erreur de manip, carton, souci de montage quelque part, destruction, possibilité de faire décoller la machine à haute vitesse, gros crash fatal, etc. Et j'ai pas envie de vous offrir une poubelle derrière, évidemment. Hein. On va voir ce que valent les pneus, on va emmener les autres pneus, on va laisser en 2 et en 3S. On va laisser pour l'instant le diff arrière comme il est. On laissera aussi bien sûr les suspensions comme ils sont, on fera 2-3 petits essais, on ajustera au fur et à mesure s'il y a besoin d'ajuster. Évidemment, ça sera pur bonheur si on pose la caisse et il n'y a rien à faire, elle roule nickel. Ça, c'est toujours du plaisir extrême pour les gens qui achètent justement du RTR, qui commencent dans le truc, s'ils n'ont pas besoin d'aller trifouiller 36 000 solutions pour que le véhicule tienne la route. Comme certaines grandes marques. Mais ça, on verra. Allez les kikis, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous n'avez pas pris le temps de regarder toute la vidéo parce qu'il faisait beau dehors, que vous avez préparé votre matos et que vous êtes déjà barrés pour aller rouler. Les mecs, à bientôt et n'oubliez pas toutes les tombolas de la semaine elles viennent de finir hier midi, mais elles ne sont pas encore finies, donc profitez-en si vous voulez jouer, dépêchez-vous. Salut les gars.